pas. Parce que tout simplement, ils sont mal à l'aise. Parce que tout simplement, ils ne vivent pas bien. Parce que tout simplement, ils sont dans la pauvreté. Parce que tout simplement, il y a un chômage de masse, un chômage endémique qui bat son plein. Parce que tout simplement, c'est la précarité qui gangrène. Bref, pour couper tout à tout cela, il y a des espoirs. Et pourquoi il y a des espoirs? Parce que tout simplement, les gouvernants sont insouciants. Pourquoi il y a des espoirs? Parce que tout simplement, les jeunes ne travaillent pas. Pourquoi il y a des espoirs? Parce que les conditions de vie dans nos pays sont des conditions misérables. En même temps, Donc il y a... oui, oui. Oui, oui, je suis de temps en temps obligé de vous couper, parce qu'effectivement, pour les téléspectateurs qui nous suivent, il faut qu'on puisse parler de tous les autres aspects, et puis on essaye, on ne peut que fleurer votre ouvrage, ce n'est pas le temps d'une émission qui va nous permettre de... L'objectif même n'est pas de raconter tout le livre, hein. L'objectif c'est de susciter l'intérêt auprès de nos téléspectateurs qu'on souhaiterait voir devenir des lecteurs. Donc pour avoir plus d'avantages pour cet ouvrage, pour pouvoir le lire, pour pouvoir... voilà, vous saisir de l'histoire tout entière de ce roman, Les Lumières de Lampedusa. Alors on vous conseille tout simplement de le lire. Et puis ce serait une façon sympathique de votre part d'appuyer, d'encourager cette nouvelle génération d'écrivains, parce que ça c'est important. C'est un message, je veux dire, la publication de cet ouvrage de votre part, hein, j'avais envie de vous dire ça, je le dis maintenant de passage, est un bel appel, est un signal intéressant pour la nouvelle génération, j'ai envie de dire, hein. Et puis voilà, alors, et puis vous avez choisi comme ça de vous attaquer, je crois, à un sujet qui concerne les jeunes, donc qui vous concerne, qui nous concerne tous. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, Raymond Bamam, on est avec lui autour de Les Lumières de Lampedusa. Alors, on est toujours avec Taoui, et j'avais parlé d'éléments déclencheurs. C'est-à-dire que accroché à cet emploi-là sur un chantier pour une entreprise chinoise, et quand il a perdu cet emploi, et c'est d'ailleurs là où il y a aussi une autre question que le lecteur se pose. Ça veut dire que, en tout cas personnellement, hein, vous allez m'aider, je n'ai pas réussi à comprendre si le rêve de partir en Europe habitait déjà Taoui, ou alors c'est le fait qu'il ait perdu cet emploi, il a dit qu'il partait. Parce que déjà, il a un membre de sa famille, donc son oncle maternel, qui vit en Gambie. Il va avoir envie de quitter le pays, donc de quitter Ifriki pour aller en Gambie. Donc on s'imagine que Ifriki n'est pas très loin de la Gambie. Donc en ce moment-là, ben oui, en ce moment-là, il fait le voyage sans même prévenir sa maman. Hein, et puis il échangeait de temps en temps, et vous expliquez, enfin le récit nous apprend que c'est un oncle c'est l'oncle l'oncle quittait Ifriki quand lui il était dans le berceau, lui Taoui. Donc il va retrouver, pour faire court, il va retrouver cet oncle en Gambie, et qui apprendra tout de suite qu'il a quitté Ifriki sans informer sa maman, qui est la sœur de cet oncle-là, hein, j'oublie un peu le nom, mais Molota. Après Molota. Et donc Molota va appeler la maman Samantha, c'est ça? Samantha, pour lui dire que voilà. Donc c'est fait comme ça. Et d'ailleurs, on a sauté un passage qui n'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'après le chantier, il va devenir vendeur ambulant. Il commençait même parce que c'est quelqu'un de très ouvert, hein. C'est un personnage très intéressant, Taoui, hein. Vous avez créé un personnage qui est attachant, qui est dégourdi, qui est plein d'énergie malgré tout et tout. À part le passage où il était en train on va dire, de sombrer dans l'alcool. Alors, donc, il arrive, et ce passage-là, donc, va lui servir même un peu d'expérience, parce que, encore curieux de savoir ce que son oncle faisait en Gambie, il découvre que l'oncle était un commerçant. Donc, et lui, il venait
de faire une petite expérience là-dedans en étant vendeur ambulant. Il va faire la même chose avec son oncle. Et très rapidement, il va montrer même, on va dire, des qualités de commerçant. Enfin oui, les clients lui préféraient même parfois, hein, dites-vous dans le récit, lui préféraient parfois à son oncle qui était déjà bien installé. Ce dernier va vouloir lui donner une autonomie pour qu'il il puisse prospérer. Et je crois que c'est à partir de là que des idées d'aller plus loin lui viennent. Et enfin, le lecteur que je suis n'a pas pu détecter si c'est à partir de Ifriki qu'il a décidé de partir plus loin, donc du côté de l'Europe, ou si c'est à partir de la Gambie. La question, elle est la bonne. Vous allez voir que Tarou était dans le chantier. Il a été renvoyé. Il est devenu un ambulant. Et depuis qu'il est devenu ambulant, il avait des grosses sommes qu'il avait empruntées de celui qui le ravitaillait. Et je pense bien celui-là, c'était Kotowouri. Oui. Donc Taroui, face à son montant faramineux, il n'avait pas d'autre choix. La seule décision qui lui venait, c'était de s'évanouir carrément. Puisqu'à Ifriki, il y avait toutes sortes d'injustices qui battaient son plein. Il y avait un chef dictateur, que peut-être vous connaissiez, Konko Saré, qui avait créé toutes sortes d'ennuis chez la population, voilà, qui était un peu victime D'ailleurs, parfois. vous en donnez un exemple oui, incroyable, mais en même temps dramatique. La manière dont le père de Taoui a été tué. Ça, c'était sous la Révolution. Voilà. Et après la Révolution, il y a un autre chef qui est venu, qui était aussi arrogant, effectivement. Donc Taoui a quitté son pays d'origine pour la Gambie. Et depuis que Taoui a quitté Ifriki, la seule idée qui l'animait, c'était d'aller en aventure. Et je crois que c'est comme ça vient chez les jeunes. Pour y aller directement en Europe, quand on vit une déliquescence parfaite, quand on n'a pas le revenu qu'il faut, je crois à mon avis, c'est pas comme ça on va décider pour aller directement en Europe. Donc on profite pour traverser un peu l'Afrique, aller travailler de pays en pays, trouver de l'argent qu'il faut pour continuer le chemin. Lorsque Taroui était en Gambie, la seule idée qui l'animait, c'était de partir en Europe. Mais il savait qu'on ne partait pas en Europe sans qu'on ne puisse recueillir quelques sous. Donc c'est pourquoi il est venu voir son oncle en Gambie, qui avait d'ailleurs manifesté l'envie à ce que le jeune Taroui vienne lui rendre visite. Donc effectivement, parce que l'oncle lui-même avait fui la misère d'Ifriki. Il est sorti en aventure, il a marché un peu partout en Afrique avant de rester finalement en Gambie. Parce que là, il avait honte. Il avait quitté avec tout l'espoir que la famille avait fondé sur lui et il avait échoué dans son aventure. Donc, ce qu'il est parti rechercher, il n'a pas eu. Il était obligé de rester en Gambie, travailler et faire ce qu'on appelle le commerce. Et lorsque Taroui est venu, il va l'initier à ce même commerce d'effets vestimentaires. Taroui est resté auprès de lui pendant un bon moment. Il a appris les rudiments du métier comme son oncle. Et finalement, il était convoité, comme vous l'avez si bien rappelé. Oui, il commençait finalement, alors on se dit, mais il commençait finalement à s'en sortir. Effectivement. Je veux dire... Mais l'envie était loin, l'envie était encore plus grande. C'est-à-dire les miettes qu'il gagnait en Gambie, c'était bien important, mais ce n'est pas ce que Taroui recherchait désormais. Taroui voulait avoir de l'argent, de l'opulence, comme tout le monde, venir faire des grandes réalisations dans son pays, être un homme respectable, comme tout le monde, comme les grands types du pays, se faire une belle vie. Donc voici toute cette idée qui l'animait. Donc malgré tout ce qu'il gagnait en Gambie, tout cela lui paraissait comme un montant quasiment bas et avec lequel il se disait qu'il ne pouvait pas atteindre ses ambitions. Donc il était obligé de continuer le chemin parce que tout simplement tout ce qu'il recherchait en Gambie, il les avait eus. Donc il fallait bouger d'un pas pour y aller de l'avant, aller jusqu'en Europe. Décision donc est prise par Taoui, donc le personnage principal, protagoniste dans votre récit, votre roman. Et lui, il arrive donc, il commence vraiment, on va dire, il comprend aussi là très rapidement, comme vous le dites, le rouage de ce métier. Il a de la clientèle, il a même développé ses affaires parce que, dites-vous, dans un passage, il avait 3 machines qui faisaient louer, une machine qui faisait de la pâte d'arachide qu'on connaît aussi dans nos pays et dans nos villes, hein, qui est une source de revenus. Et puis il y en avait une autre, je ne sais pas, qui faisait autre chose. Et puis il y avait une 3e machine. Donc en gros, il avait multiplié en quelque sorte les sources de revenus pour son business. Effectivement, oui, effectivement. Oui. Et puis donc, il rassemble un peu d'argent, Taoui, toujours, il rassemble un peu d'argent, et puis il décide de partir pour la Libye, et dans l'espoir de traverser par la mer et rejoindre l'Europe. Et lui, c'était clair dans sa tête, c'était pas l'Europe, il ne voulait pas rester en Italie,
même si le passage était prévu de passer en Italie, Oui. il voulait aller en France. Et ça, il y avait une raison parce qu'il parlait français. Je vous vois sourire non, parce que bon, on l'a lu. Et puis, donc, justement, il va faire ce voyage-là. C'est une histoire d'aventure. Et comme toutes les aventures, fait de surprises, d'anecdotes, de malheurs, mais surtout pour le cas qui concerne Tawi, c'est, on va dire, une succession de situations malencontreuses, parce que dès le départ du voyage, il va se faire dépouiller par un compagnon de voyage donc, qu'il rencontre, et le bus qui devait les transporter pour, je crois, pour la Libye ou pour le Burkina, il négocie et il tombe sur un syndicaliste. Enfin, un syndicaliste, pas un syndicaliste. C'est les fameux syndicats des transports, en réalité, qui ne sont pas les syndicats en gros, mais c'est vraiment des gens par lesquels on passe pour acheter des tickets de voyage et tout. Donc vous décrivez même que les tickets n'inspiraient pas confiance, ils discutent le prix et puis conviennent d'un montant, sauf que ce n'est pas la destination pour laquelle le billet a été négocié, ce n'est pas le ticket de cette destination qui va être remis aux voyageurs, donc aux candidats à l'immigration, c'est-à-dire. Mais le monsieur, il avait bien joué son coup, parce qu'il avait quand même réussi à convaincre Tawi, ah, vous partez en aventure, ah, j'ai fait 12 pays d'Afrique, je connais la Libye et tous les autres pays, voilà ce qu'il faut faire. Il a compati un peu à leur voyage, se faisant passer pour quelqu'un qui leur donne des conseils et tout, et il a abusé de leur confiance, donc il leur vend un ticket pour une destination qui n'est pas la bonne. Et puis eux, ils ne se sont pas rendus compte, parce que de toute façon, Tawi n'avait jamais voyagé, à part le fait de quitter Ifriki pour aller en Gambie. Donc eux, ils montent dans ce bus-là, sans rien savoir, et au lieu, ils se retrouvent contre toute attente à Bamako. En fait, ils n'ont pas bougé. Ils sont peut-être à côté encore d'Ifriki, mais ils n'ont pas bougé. Et ça donne lieu à des, on va dire, à des malentendus avec le chauffeur, qui lui ne comprenait même pas de quoi il parlait. Parce qu'en gros, ces personnes qu'on appelle les syndicats de transporteurs, ils vendent les tickets, et une fois que c'est fini, et les gens embarquent, ils donnent le transport, ce qu'il doit au chauffeur, et puis le chauffeur leur paye leur pourboire, et puis lui, il s'en va. Après, comment ça s'est ficelé entre le passager et le syndicat, ce n'est pas l'affaire du chauffeur en gros. Oui, ça, c'est une autre facette du récit. Vous allez voir, lorsque Tawi a quitté la Gambie, avec les petits problèmes qu'il a eu à la frontière gambienne, il avait en tout cas réussi avec son compagnon Suleiman pour être à Kaolack. Et c'est dans une gare routière de Kaolack qu'ils ont rencontré ce monsieur. Donc, ce monsieur avait senti qu'ils étaient étrangers, qu'ils ne connaissaient pas le Sénégal. Donc, c'est ainsi qu'il avait profité pour chahuter avec eux. Donc, en causant, dans cette causerie, il s'est rendu compte que c'était des étrangers, effectivement, qui ne connaissaient pas l'aventure. Et pour leur montrer cette forme de sympathie, il les fait comprendre qu'il avait même connu leur pays et qu'il avait même passé une partie de son temps. Donc, il les a mis en confiance. Donc, d'échange en échange, finalement, Tawi même lui a donné quelques jetons. Et donc c'est ainsi maintenant, il disait qu'il était le syndicaliste de la gare, donc il vendait tous les biens. Les deux jeunes voulaient aller au Burkina. Ils cherchaient ce bus. Il les fit comprendre qu'il était possible d'avoir ce bus dans la gare routière, effectivement. Bon, il met le montant, les deux jeunes se mettent à discuter, il accepte et il leur donne un billet qui n'avait pas de source. On va avancer rapidement. C'est une belle histoire avec des moments qui vont vous faire rire, bien entendu, mais des moments aussi qui peuvent rendre triste, parce qu'il s'agit d'une aventure où de jeunes gens prennent d'énormes risques, ce qui m'a fait un peu, on va dire, diviser le récit en 4 parties, enfin, une troisième partie que j'ai appelée la traversée du désert, et qui n'est pas du tout facile, et ça nous fait penser à des récits qu'on entend
quand il y a des actualités relatives à des naufrages, des témoignages de personnes ayant fait ces expériences douloureuses, etc. Donc effectivement, on est plongé dans ce monde-là, le désert avec ses tempêtes de sable, le désert avec ses checkpoints, le désert avec ses contrôles de police, mais aussi et surtout, en fait, on est dans un monde, ce désert devient un monde comme si on était dans une jungle où on est en sécurité avec personne. C'est-à-dire que quand vous êtes avec les policiers ou les gendarmes, c'est pire. Ils vous escroquent, ils vous dépouillent, ils vous battent, ils vous violentent. Quand on est souvent avec les rebelles, des rebelles qui sévissent aussi dans ces endroits-là. Et tout ça, en fait, le chemin est parsemé de dangers à tout moment. Et même aussi, les gens qui les transportent, les passeurs, sont aussi dangereux que ces autres groupes. Alors, en fait, l'homme devient un loup pour l'homme. En gros, donc, on avance un peu. Et puis, il y a la Libye. La Libye qui est un passage obligé, Libye même aussi en proie, on va dire, à une insécurité indescriptible, hein, en gros, avec des groupuscules armés par-ci et par-là. Et donc, on est obligé, malgré tout, malgré l'insécurité, de se trouver un petit boulot, mais on se méfie de tout le monde parce qu'on soupçonne que tel ou tel arabe puisse être quelqu'un qui peut aller vous vendre. Enfin, c'est vraiment... On est même perdu quand on arrive à cet endroit du récit. Et puis finalement, les deux compagnons, enfin séparément, et ça c'est dramatique. C'est une histoire aussi qui est dramatique, Oui, hein, parce que bon, effectivement, le compagnon de Tawi, enfin les deux ne vont pas pouvoir aller. Il y a un premier qui doit partir et quand lui il est embarqué, le lendemain on apprend que la barque a fait naufrage et que la mer rejetait les corps. Et c'est quelques jours après, Tawi, lui, était programmé pour partir. Et puis un moment d'hésitation, mais il tient quand même à y aller et puis il va s'embarquer. Les lumières de Lampedusa. Et puis très rapidement, je voulais vous signaler ça parce qu'on a bousculé par le temps. On a deux autres rubriques qu'on va passer à ces rubriques tout à l'heure. Mais avant, je voulais aussi signaler que bien que votre ouvrage ait pour titre Les lumières de Lampedusa, le mot Lampedusa, hein, c'est-à-dire que n'est cité qu'à la 95e page. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauté comme ça à l'esprit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans cet entretien, mais vraiment qui est fait uniquement pour vous donner une petite idée de cet ouvrage, Les lumières de Lampedusa. Alors, l'histoire de Tawi qui prend son destin à main et décide d'aller en Europe. Effectivement, il va arriver en Europe. La suite, il est dans le livre. À présent, je vous invite à suivre la rubrique que vous connaissez désormais qui s'appelle Marque-Page. Page 68. À ses yeux, cependant, l'immigration clandestine était maintenant devenue une menace sérieuse pour l'avenir de l'Afrique. Les jeunes Africains voulaient à tout prix quitter leur continent au profit de l'Occident qui apparaît à leurs yeux comme la panacée. Ces pauvres jeunes qui fuyaient la misère de leur continent étaient prêts à risquer tout pour atteindre l'autre rive de la Méditerranée. Ils enduraient toutes les peines parce qu'ils n'avaient plus droit au bonheur chez eux. Ces faits interpellaient la responsabilité des gouvernants qui devaient se pencher sur les questions de la misère, de l'emploi, de la sécurité, mais aussi de l'équité et de la justice sociale dans les pays d'Afrique. Les facteurs qui poussaient les jeunes à émigrer vers l'Occident vidaient en même temps l'Afrique de ses bras valides, dites-vous. En attendant, il fallait froidement analyser les problèmes qui se posaient, engager des réformes sérieuses et courageuses afin de trouver les solutions. Mais auparavant, il fallait simplement volonté et courage politique pour changer les choses. Les jeunes Africains croyaient dur que les gouvernants africains avaient confisqué le développement à leur profit. C'est la raison pour laquelle ils réagissaient violemment au Conseil et ne croyaient plus à un lendemain meilleur. Les sensibilisations ne les font plus désister. La mort ne freine plus leur ardeur.
ils sont envahis de la tête aux pieds par la tentation de partir. La souffrance les rendait sourds et aveugles. Pourtant, ce qu'ils croyaient trouver en Europe n'était que mirage, dites-vous. L'Europe qui sortait d'une crise se trouve confrontée aujourd'hui à d'énormes difficultés. Ça, c'est pas faux. La mondialisation pousse les industriels européens à délocaliser leur industrie, ce qui entraîne une perte d'emploi au sein de la classe ouvrière qui conteste perpétuellement. L'immigration incontrôlée aussi n'arrange pas l'Afrique, elle la dérange. Elle n'arrange pas l'Europe non plus, elle la dérange. Toutes ces idées taraudaient l'esprit du monsieur qui, dépité, ne trouvait plus aucun goût à sa bière. Alors là, le passage me fait penser, donc c'était une bière de 1000 dans les fameux, au Burkina, justement, un monsieur qui avait été rencontré au passage. Alors, on va passer à un autre extrait de notre marque-page pour vous, téléspectateurs. On dit... Quelques semaines après, là on est à la page 75, quelques semaines après, les passagers se rendirent compte que le contrôle de la police d'Agadez se raréfiait. La route était désormais libre. Tout le monde était impatient. Une nuit, Bazo est venu chercher Taoui et Suleiman qui habitaient dans un campement à la lisière de la ville dans un de ces quartiers malfamés d'Agadez. Bazo était un jeune Nigérien avec qui Taoui avait fait connaissance. Il était un de ces jeunes écervelé et désespéré qui voulait lui aussi quitter son pays. La 4x4 était prête. Il était 19 h quand Taoui et les autres passagers arrivèrent pour s'entasser dans le bus et se diriger vers la sortie de la ville. Le chauffeur, qui voulait échapper aux interminables contrôles de la ville, avait pris une piste à travers la brousse, ce qui allongeait la route. Après des kilomètres parcourus, ils atterrirent dans un petit village au milieu de nulle part. Dans l'immensité du désert où il devait prendre un temps de repos, il mourait de faim et de soif. Voilà, mesdames et messieurs, toujours on poursuit notre marque-page pour le compte de cet ouvrage, Les Lumières de Lampedusa. Et bon, ça va être le dernier extrait qu'on va vous proposer. Et donc, nous avons choisi pour vous, téléspectateurs et fidèles de l'émission Parenthèse, nous avons choisi pour vous de lire un bout de la préface qui est de Nadine Barry. Je ne vous l'avais pas signalé. Préface. Depuis leur indépendance, voici plus d'un demi-siècle, les pays africains souffrent d'hémorragie. Ils perdent leur sang, leur jeunesse, leur énergie alors qu'ils devraient les retenir. Leurs dirigeants ont vendu les richesses du sous-sol à des compagnies étrangères qui en sont les sanctions avides. Et pendant que les chefs politiques recueillent les millions de dollars de l'exploitation minière, les forces juvéniles de l'Afrique s'épuisent. Au lieu de regarder avec commisération les cerveaux africains en jachère et d'envoyer chez elles les jeunes Africains comme balayeurs ou agents de sécurité de grande surface, l'Europe assaillie et l'Afrique exsangue devraient ouvrir de grands chantiers, financer des écoles valables pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école, des routes praticables pour stimuler les échanges commerciaux, aménager l'eau et l'électricité au lieu de corrompre les élites. Au lieu de mettre dans les banques européennes les fortunes de ses chefs pour les mettre à l'abri dans des paradis fiscaux, l'Afrique devrait les investir dans le développement, l'administration et le système éducatif et appliquer la maxime « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ici prend fin notre marque-page d'aujourd'hui pour le compte de l'ouvrage « Les Lumières de Lampedusa » de Raymond Baman que nous avons eu le grand bonheur de recevoir sur le plateau de Parenthèse. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique. Il s'agit des questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. Monsieur Raymond Baman, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que votre roman relate? Le livre il relate l'immigration clandestine, mais il met un point particulier sur les conditions précaires des jeunes dans les pays sous-développés, leur vie de misérables, leur vie de reclus, et décrit de façon objective la question du chômage qui bat son plein, de la promiscuité, du désespoir. Vous êtes l'auteur du roman « Les Lumières de Lampedusa ». Dites-nous,
Que doit-on faire, d'après vous, pour lutter contre l'immigration clandestine en Afrique? Je crois que la lutte doit être menée sous deux angles. Le premier, il faudra que les gouvernants africains fassent des politiques constructives pour encourager les jeunes aux initiatives, donnent de l'emploi à ceux-là qui vont se tuer en mer. Et ensuite, il nous faudra, nous jeunes, prendre notre destin en main. Parce que lorsque nous fuyons nos continents pour aller ailleurs, je crois que ce n'est pas la bonne option. Parce que là, le monde que nous pensons être un monde de bonheur, un monde de paradis, ce n'est pas un monde qui vit comme nous pensons. Donc notre illusion que nous avons dans nos têtes, il nous arrive parfois que ça nous trompe. Puisque quand on est en Europe, ça nous crée ce problème. Voilà, troisième et dernière question. Je suppose que vous vivez en Guinée, donc en Afrique. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'aller vivre en Europe? Ça, c'est ma conviction à moi. C'est mon idée à moi. C'est ma vie à moi. Je ne suis pas comme tout le monde. Ceux-là qui choisissent la vie en Europe sont des gens qui font partie de nous. Donc quand ils le font ainsi, ils le font pour une chose dont il faudra lutter. Donc je crois que ça, je ne pourrais pas faire parce que je me disais que je pouvais entreprendre des choses que je pourrais appliquer chez moi, entreprendre une ambition, la réaliser chez moi, étudier pour servir mon pays. Monsieur Raymond Baman, merci. Je vous remercie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro qui était exclusivement consacré à cet ouvrage, Les Lumières de Lampedusa de Raymond Baman, qui nous a fait le plaisir immense de nous tenir compagnie. Encore une fois, on vous dit merci pour votre fidélité et à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.